Bienvenue dans le podcast Design Plus. Bonjour, c'est Laurent Galen. Dans ce podcast, je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Bonjour à tous, c'est Laurent. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Romain Dao, qui est product designer. Bonjour Romain. Bonjour Laurent, merci de m'accueillir. Eh bien, je te remercie de m'accueillir ici à Paris pour cette interview. Est-ce que d'abord tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Romain, j'ai 30 ans, je suis parisien. Je fais du design depuis très longtemps. Plus de 10 ans? Plus de 10 ans. D'accord. Plus de 10 ans maintenant. J'ai commencé ma vie professionnelle à 20 ans chez Criteo. D'accord. Ah oui, c'est connu, oui. Une société très connue. Ouais. Mais voilà, en vrai, j'ai commencé le design quand j'avais plus 12 ans, 13 ans. À l'époque, j'avais un oncle qui était flasher, donc qui était spécialisé en animation flash. Ah, Et à l'époque, c'était la mode. et effectivement. À l'époque, c'était la mode, ça cartonnait. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir un membre de ma famille qui m'a vraiment mis les mains dedans. Je crois que j'ai commencé sur Photoshop 8, il me semble. D'accord. Et Flash et Macromedia Flash MX, donc ça n'avait même pas été racheté par Adobe à l'époque. Et voilà, et c'est vraiment ça qui m'a mis les mains dans le cambouis, si je puis dire, où j'ai vraiment été pris par le design. Donc ça a été beaucoup de Flash, un peu de Dreamweaver à l'époque. Donc Ah oui, effectivement, oui. faire des petits sites internet au bloc-notes aussi pour apprendre. Ouais. À l'époque où tu pouvais pas vérifier ton code. Et donc voilà, j'ai un cursus complètement autodidacte puisque j'ai fait des études de stratégie de communication. Donc absolument rien à voir avec le design. Mais j'ai eu la chance je travaillais un petit peu comme designer à droite à gauche pour des amis, je faisais des petits logos. Et puis lorsque j'ai cherché du travail, j'ai postulé chez Criteo, qui m'a refusé pour le poste pour lequel j'avais postulé, et qui m'a dit: ah ben en fait, on a ce poste-là pour toi, qui était un poste plus junior. D'accord. Et voilà, et après c'est parti D'accord. de là. Ok, donc aujourd'hui, tu as une société qui s'appelle donc Kakatoes Design, c'est ça? Mhm. Et qu'est-ce que tu fais un petit peu dans cette société? Donc chez Kakatoes, je fais un petit peu tout, donc de l'administratif, du financier, du commercial et aussi du design. L'idée du studio, c'est de pouvoir prendre en interne des problématiques des clients qui sont bloqués sur du développement de projets depuis assez longtemps D'accord. et donc les accompagner dans la méthodologie de design, ce qui est un sujet assez mal acquis dans les entreprises pour l'instant. Alors même Ouais. si c'est très à la mode dans notre milieu et nous on est un peu enfermés là-dedans, mine de rien, quand tu sors du milieu du design, tu te rends compte que c'est pas encore ça. D'accord. Et donc voilà, l'idée c'est de faire grandir les clients sur cette problématique-là en les accompagnant vraiment de la phase A qui serait un peu un design sprint de définition de besoins, de produits et vraiment jusqu'à la UI finale. Donc D'accord, ok. du D'accord. sprint à la UX plus la UI derrière. D'accord. Donc le sujet qu'on va aborder avec toi, Romain, c'est qu'est-ce que le product design et puis les différences qu'on peut avoir avec l'UX. Est-ce que tu peux déjà, toi, nous définir ce que c'est le product design pour toi? Alors il y a des milliers de définitions qui existent que tu trouveras sur internet. Celle qui revient le plus quand même, c'est que le product design c'est une discipline qui va englober toutes les autres. Donc c'est pas si différent de ça de l'UX. Le product, ça englobe l'UX, la UI, mais aussi le marketing, la communication, la finance, pourquoi pas, parce que quand tu es product designer, il faut énormément réfléchir en termes de business. D'accord. Le but d'un product designer, c'est d'aller créer de la valeur pour son client. Et je pense que c'est le vrai point de rupture aussi avec un UX, c'est de dire qu'un UX, tu peux travailler sur des flows, on te donne un parcours client à faire, mais quel est ton impact vraiment financier ou ton impact sur les conversions, tu le sais pas vraiment au final. Même si, voilà. D'accord, ok. Product designer, tu vas vraiment t'inscrire dans une stratégie globale de design de produit qui a vraiment un objectif clair. Est-ce que c'est un objectif de conversion? Est-ce que c'est un objectif de fidélisation? Et donc, en fait, un produit design, ça peut être plein de produits mis dans d'autres produits. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une big picture du produit global, de là où est-ce qu'on veut aller. Et ça regroupe en fait toutes ces compétences, donc UX, UI, project management aussi beaucoup. Donc product owner, on en parlait, c'est un peu près pareil, quoi, entre un product owner et un product chef de, designer. ouais, ou un Ah, chef de projet. C'est d'accord. voilà, c'est vraiment
driver le projet de A à Z en ayant une vision large du produit, des objectifs business. D'accord, Il y a un YouTuber que j'invite vraiment tous les designers à écouter qui s'appelle Chris Do, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle The Future, d'accord. qui est une mine d'or incroyable sur, justement sur ces aspects du product design et ces aspects business. Parce que c'est vrai que dans la tête des gens, un designer, c'est un peu l'artiste qui va te faire des belles choses, l'UX qui va t'aider à fluidifier ton processus, mais les gens ont du mal à comprendre que les designers peuvent bien sûr être impliqués dans les problématiques business, les comprendre, même si on n'a pas fait HEC, c'est pas pour Ouais, ça tout à que fait. voilà, qu'on Ouais. est, on n'est pas à même de comprendre les problématiques business. Et avec toutes les techniques UX et UI qu'on a, on peut aussi les amener et les aider à régler ces problématiques. D'accord. Et donc, tu parlais à l'instant de produit. Alors, qu'est-ce que c'est que pour toi un produit, en fait? Grande question. Donc, un produit, si on le définit très simplement, c'est pas forcément un logiciel, ça peut être plein de choses. D'ailleurs, Hmm. c'est Est-ce que ça peut être, donc ça peut être une application, que ça soit pour le web ou pour le mobile, mais au niveau digital, ça va plus loin aussi que. Est-ce que c'est pas juste un ensemble? Je pense à une société par exemple comme Launcher avec l'histoire de la carte. Alors, Launcher, ouais, alors c'est vrai qu'en France, on a pas mal d'exemples de bonnes startups qui sont très axées sur le produit. En l'occurrence, le produit de Launcher, il est très simple, c'est remplacer les tickets restaurants. Oui, d'accord, mais ça Euh, reste un produit en fait. mais c'est un produit qui comporte de nombreuses features. Hmm, Donc, le produit, ouais, on va dire ça, le produit, c'est le bénéfice que tu vas apporter à ton utilisateur. Comment est-ce que j'apporte ce bénéfice à l'utilisateur? Il y a des milliers de façons de faire. Le produit, c'est vraiment ce que l'utilisateur va découvrir dans ses mains à la fin. Donc, d'accord. effectivement, une application, mais ça peut être les objets connectés aujourd'hui, Ouais, absolument, ouais, beaucoup d'objets connectés. hmm, Donc, tout ça, c'est du produit. C'est qu'est-ce qui a vocation à se retrouver dans les mains de l'utilisateur. d'accord, Je pense que c'est la meilleure définition qu'on puisse en donner, la plus d'accord. concise, parce que, oui, effectivement, ça peut être de l'app, ça peut être des objets, je ne sais pas ce qu'on inventera encore plus tard, et La VR de par la exemple. VR, mais la Ouais, VR, c'est du produit dans le produit, parce que ton Oculus Rift en soi, c'est lui-même un produit, d'accord. et tu vas naviguer sur des interfaces, ces Ouais, interfaces sont elles-mêmes des. Donc voilà, c'est un peu la boîte de Pandore, mais le produit, c'est ce qui a vocation à se retrouver dans les mains de l'utilisateur. d'accord, ok, très bien. Et pour toi, est-ce que du coup, être product designer, est-ce qu'un junior, par exemple, peut être product designer? Je pense pas. Je pense que le product design, comme je l'ai dit, rassemble tellement de compétences que sans expérience, sans t'être planté deux, trois fois ou sans avoir compris les tenants et les aboutissants d'un produit réussi, parce que moi, quand j'étais jeune designer, j'étais toujours envie de bien faire des trucs magnifiques, que ça sorte, voilà. Et sauf que quand tu fais des choses magnifiques, tu retardes ta roadmap de 3 mois. Ouais. Et être designer, quand tu grandis, c'est aussi savoir arbitrer sur des choix ou dire parfois, bon, bah là, l'application, il faut qu'elle sorte vite, on a des impératifs, bah tant pis, on prend du thème bootstrap et on fera joli sur une V2. D'accord. Le rôle d'un designer aussi, pour moi, c'est ça, c'est de savoir arbitrer pour ses clients. Vous voulez refaire votre produit, vous avez 3 mois, vous avez 2 devs, on va faire du material design, c'est pas grave. Hmm. On plug matériel à Angular, c'est facile. On a tous les composants, il y a tous les states, tout est fait. Donc pour toi, donc un product designer doit être forcément quelqu'un qui est senior, qui a plusieurs années d'expérience. Ensuite, est-ce que, par exemple, avec ta société, tu travailles tout seul ou comment que ça se passe? Est-ce qu'on doit monter une équipe pour un produit? Je ne sais pas comment ça se déroule la phase de conception, plus particulièrement au niveau humain, au niveau product design. Et est-ce qu'on a besoin d'être plusieurs, etc. Alors, moi, j'ai une méthodologie j'ai mis un peu de temps à mettre en place, mais qui est très actée maintenant et qui me permet aussi de choisir les gens avec qui je vais travailler ou pas, parce que D'accord. j'impose un peu aux clients. J'ai trop souvent fait l'erreur de prendre du boulot ou par nécessité, ou alors pas forcément financière, mais parce que voilà, le projet me plaisait. Mais c'est compliqué de prendre un projet de A à Z si tu arrives au milieu. Hmm. Donc moi, ma méthodologie, c'est vraiment de dire aux clients, on commence par une semaine de design sprint, c'est-à-dire de définition du besoin. Parce que D'accord. beaucoup de gens viennent me voir en ayant une idée, mais parfois au bout d'une semaine de design sprint, tu te rends compte que pas du tout. Donc c'est vraiment des choses qui sont assez intéressantes. C'est déjà réussir à faire dire aux patrons d'entreprise qu'ils ont dans la tête. Parfois, c'est un peu compliqué. J'ai vu beaucoup de patrons qui sont toujours détenteurs de l'information et ça rayonne pas jusqu'aux équipes. Hmm. Et on fait des design sprints, on se rend compte que telle personne pense ci, pense ça, et du coup, j'impose à tous mes clients
4 jours de design sprint. D'accord. Ouais, c'est C'est, vraiment intéressant. Ouais. je refuse maintenant de prendre des projets s'il n'y a pas ce besoin de définition. Donc forcément, ça écrème beaucoup de clients. C'est-à-dire que je ne fais pas de UI sur 3 jours, je ne fais pas de wireframe sur 3 jours. Ça ne m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller prendre des problématiques de A à Z en ayant cette orientation business dont on a parlé au début. D'accord. Et vraiment dire au client, d'accord, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre produit, où est-ce que vous voulez aller, et puis ensuite, combien vous allez le vendre, quel bénéfice nous on vous apporte. Et bien sûr, qu'en tant que designer, tu peux avoir une opinion sur comment est-ce qu'il va vendre ses licences, à combien. Ouais, ouais. C'est de l'UX, c'est des tests utilisateurs, c'est savoir quels sont les prix admissibles, c'est de la psychologie, c'est... Absolument, ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc au niveau de l'équipe, donc au niveau de ton concept, tu commences par Alors j'ai un design sprint. voilà, j'ai un associé avec qui on fait les design sprints à deux. D'accord, Lui est plus technique développeur, d'accord, et ce qui nous permet en fait... alors moi je suis généralement facilitateur et c'est lui qui note. Donc, on a d'accord, des rôles un petit peu définis. d'accord, C'est plutôt moi qui anime les sessions, donc qui accueille les participants, qui les met à l'aise. J'ai pas mal d'expérience dans l'animation, donc c'est quelque chose qui m'a toujours plu. d'accord, Donc on fait cette phase de vraiment définition de sprint. d'accord, Ensuite, on fait une deuxième semaine de sprint, mais qui va servir ou à confirmer ce qu'on a fait dans la première, ou alors aller chercher les bonnes idées qu'on aurait laissées de côté pendant la première semaine pour peut-être les creuser. d'accord, Et une fois passé ces 2 premières semaines de définition du projet, on va vraiment passer en phase plus UX. Donc là, vraiment, on aura pendant 2 semaines défini les besoins. Donc on a la roadmap, on sait combien de temps ça nous prend. On sait s'il faut faire des wireframing, des flows de telle feature, ou s'il y en a, on se dit, bon, une récupération de mot de passe, ça va, on connaît, on va pas... je te la sketch si tu veux, mais bon, c'est pas bien compliqué. d'accord, Et donc oui, généralement, après, je bosse avec des juniors plus en UI. Alors pas mal que j'avais formé moi quand j'étais en entreprise, mais qui du coup d'accord, viennent me donner un coup de renfort sur vraiment du pur sketch, quoi, par exemple. d'accord, Des ok. choses que moi je suis moins enclin à faire aujourd'hui. Et voilà, j'ai aussi des UX et j'ai pas mal de gens aussi en marketing, SEO, parce que c'est des compétences que tu vas venir rajouter à la fin de ton produit aussi. Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. J'en ai pas tout parlé du SEO, mais c'est des problématiques qui sont dans la tête de tous les dirigeants, forcément. Tout le monde veut D'accord. être pro. Donc ça veut dire que pour un projet, tu fais graviter, je sais pas, environ une dizaine de personnes autour Un avec peu toi? moins, Un peu moins. j'essaie de garder à 6-7 personnes, parce qu'après D'accord. je trouve que voilà. Alors après j'ai la chance de partager mes locaux avec un studio de dev, donc on bosse beaucoup ensemble et D'accord. c'est facile. Après oui, sinon SEO, com, marketing, si tu front-end ou back s'ils sont ailleurs, mais je pense qu'une équipe resserrée c'est quand même la garantie d'un projet. D'accord, ok. Est-ce qu'un produit est terminé ou est-ce qu'il doit continuer à évoluer? Comment ça se passe? Je pense que par définition, comme tu travailles depuis longtemps dans le milieu comme moi, tu n'as jamais vu un site internet fini, tu n'as jamais vu un produit fini, Ouais, comme je crois avoir quasiment jamais vu un site internet, même dont il y a 5-6 ans, livré en temps et en heure. d'accord. Un bon product designer, c'est aussi la personne qui est garante de la roadmap, donc c'est savoir dire à ton client, cette feature, elle est compliquée, je sais pas, là j'ai eu le cas récemment sur de la search dans une application. Hmm, Moi mon rôle c'est d'aller dire, écoutez, si vous voulez faire de la recherche, moi je vous propose, il y a Algolia d'un côté, qui est français et qui est génial, et Elasticsearch qui est un peu plus nerd, un peu plus mettre les mains dans le cambouis, pardon. Mais voilà, solution A, solution B, et le client doit en permanence faire des choix. Donc, ton produit, il n'est pas fini, il est fini par itération, c'est-à-dire que nous, on va raisonner en feature. On fait cette feature, on en a pour 3 semaines, on essaie vraiment de rester dans les 3 semaines parce que c'est hyper important de tenir ces délais. d'accord. Et ensuite, on passe à un autre sprint. L'idée, c'est vraiment de construire le produit brique par brique. C'est quoi? Alors, pas forcément un MVP, mais c'est quoi vraiment la base nécessaire au produit? Qu'est-ce qu'il y a pour marcher? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour qu'il marche? J'ai vu tellement de produits se casser la gueule parce que le syndrome du truc parfait, quoi. Ouais, Donc ça sort jamais. ouais, Donc ouais. je reviens à ce que je te disais sur Material, mais parfois, au lieu de faire une UI super léchée, mieux vaut tester son idée en incluant Material UI et c'est plus simple. Et que les gens soient beaux ou pas, alors ça m'arrache un peu les cheveux de dire ça en tant que designer, mais ils s'en fichent. Hmm, J'ai encore fait des interviews dans des centres d'appel récemment, ils utilisent des interfaces super vieillottes. En fait, ça les dérange pas. hmm, Ça les dérange pas jusqu'à ce qu'on fasse mieux. hmm. En fait, c'est ça aussi le point. Personne n'attendait l'iPhone en 2007. Hein. Ah oui, tout à fait, absolument. Ouais. Donc, personne s'attend à ce que tu fasses mieux tant que tu présentes pas mieux, les gens, ils resteront dans leurs habitudes. Hmm, Après, la conduite du changement, c'est encore une autre histoire. d'accord. Et donc, pour moi, par définition, un produit est jamais fini. Par contre, les cycles de développement d'un produit, oui.
je sais pas, des produits comme SAP, regarde, SAP, il y a 30 ans, c'était un embryon de code. Aujourd'hui, c'est un mastodonte qui tourne dans 75% des boîtes mondiales, qui fait un peu tout. Enfin, Ouais, voilà. ouais, tout à fait. Ou je pense même à des sociétés comme Oracle, Ou Oracle, voilà, enfin voilà. avec leur suite de logiciels, Euh, ou même Adobe, tout simplement. Ouais. Rien qu'Adobe, et puis c'est des boîtes qui sont passionnantes en termes de produits. Alors pour moi, le meilleur exemple, c'est Google. Google, c'est la seule boîte qui a le droit de vie et mort sur leurs produits. Ils tuent des produits en 15 jours. Ouais. Ils tuent des produits en 15 jours. Et alors il faut les sous et les compétences humaines pour faire ça. Mhm. Mais typiquement, les produits Google évoluent sans arrêt. Enfin voilà, donc un produit par définition, sauf si tu es très clair sur ce que tu veux, sauf si c'est amené à jamais évoluer. Mhm. Mais je connais pas un produit qui a jamais évolué, ou même Ouais. un objet quotidien, tout est amené à évoluer, et puis nous, en tant qu'humains, on évolue, de toute façon, nos usages vont évoluer, donc les produits sont amenés à évoluer Ouais, puis avec nous. et tout à l'heure, tu parlais du syndrome jamais fini. C'est quoi en fait? Alors pour toi, ce qu'on en parlait à l'instant, c'est auprès de tes clients, par exemple, tu réinterviens quelques mois plus tard ou quelques années plus tard sur un produit? Alors ça m'arrive, alors il y a deux cas de figure. Où je travaille avec les clients, on définit des roadmaps. Une fois que c'est fait, moi je peux sortir un peu du projet et revenir plus tard pour un deuxième sprint ou une deuxième itération, ce qui se passe avec pas mal de clients en ce moment. Il y a un client, je sais qu'ils ont pour 4 mois de boulot en dev back. J'ai D'accord. fait des énormes dashboards, toutes les notifications, enfin voilà. Il y a 4 mois de dev. Donc c'est pendant 4 mois, ils me laissent tranquille, après ils me rappellent. Il y a aussi beaucoup de gens qui m'appellent, qui finalement bossent avec d'autres gens, et qui te rappellent ensuite, et qui disent: Ah, bah en fait, on aime bien votre approche, notre produit finalement est jamais sorti, donc est-ce que vous pouvez venir sauver le truc? Et alors là, c'est vraiment où il faut découper à la hache et dire: Bah non, votre produit est censé faire ça, 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 et ben non, il fera plus que ça. Hmm. Mais ça, ce qu'on va développer, c'est votre feature essentielle, c'est vraiment votre core feature, et on va la faire bien. Si tu fais un produit qui fait tout, mais mal, ton taux d'adoption il va être pourri. Et je crois que je sais plus quel est le pourcentage, mais c'est énorme d'applis sur Apple Store qui sont désinstallés en moins de 3 minutes. D'accord. C'est-à-dire, tu t'ouvres l'appli, tu as 3 splash screens, une notification pour acheter, ciao. Il y a plein de cas comme ça en fait, Ah ouais, tout à d'appli. fait. Ouais. Voilà, donc c'est de l'UX, c'est quasiment de la psychologie. Mais un produit, de toute façon, est amené à évoluer constamment et oui, à itérer. Après, non, je vois pas comment est-ce que tu pourrais terminer un produit. D'accord. Et à quelle clientèle tu t'adresses ou quels clients viennent te chercher? Donc mes clients, moi j'interviens principalement sur des applications SaaS, donc Software as a Service. Euh, alors j'ai des plus petits et des assez gros clients, donc je peux pas forcément donner les noms, Non, non, c'est pas ce que je te demandais. euh, donc vraiment des applications SaaS, donc je suis très habitué à toutes ces problématiques dont on parlait, de gestion utilisateur, gestion admin, euh, pattern de navigation dans une application, c'est très important par exemple. Ouais, ouais, Comment est-ce qu'on navigue dans une appli et pas aller faire des choses qui sont complètement incohérentes d'un screen à l'autre. absolument, ouais. Je fais pas mal de mobile aussi, mobile tablette. Et voilà, Toujours en B2B. toujours en B2B principalement, D'accord, ouais. ok. Ouais, ouais. Tout à l'heure, on parlait un petit peu du UX design. Est-ce que on a bien compris que le product design, ça avait une approche plus globale. Est-ce que ça a des liens, par exemple, avec l'UX design? Bah, l'UX design est intégré au produit à un moment du développement, forcément. D'accord? Euh, alors moi, je suis aussi prof en école et c'est ce que je dis à tous les étudiants. L'UX design, c'est pas que ton expérience sur l'application. En UX, il y a une énorme part qui est l'appréhension, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer quand je vais ouvrir l'application ou lorsque je télécharge une appli, qu'est-ce que je m'attends à voir. D'accord? Je trouve que c'est une partie qui est très négligée par les UX aujourd'hui, qui sont trop focus sur ou trop scolaires. Qu'est-ce qui se passe avant? Si je prends un Uber, si je leur dis tu ouvres l'application Uber, en combien de temps est-ce que tu t'attends à trouver un taxi, tu vois? Hmm. La réponse est moins de 8 minutes généralement. C'est vraiment le temps le plus long constaté chez Uber. Donc le produit, c'est ce que tu vas développer. Il y a vraiment le jour 1 où, allez, on s'y met, mais il y a vraiment aussi penser toute l'appréhension du produit, qu'est-ce que l'utilisateur s'attend à trouver, et tout ce qui va se passer après aussi. Hmm. Je prends un exemple idiot, Frishti t'envoie toujours un message après ta commande, comment est-ce que tu l'as trouvé? Et ça, c'est du post-produit, on va dire. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais, ouais. Donc, l'UX va s'intégrer forcément dans. Après, tu vas me dire, envoyer un SMS, c'est de l'UX, Hmm. c'est du flow utilisateur. Donc, le product design, c'est vraiment la globalité qui va, oui, c'est ça qui va prendre toutes les disciplines du design, du marketing, de la com, pour les englober dans une finalité commune. Donc
est-ce que c'est vraiment encore un designer? Je me pose la question. C'est pas Je parce que sais pas, mais après, tu vois, les métiers du design évoluent. Moi, ce que je te disais juste avant l'interview, mais j'en ouais, peux plus de faire du sketch. Enfin, c'est pas j'en peux plus, j'adore ça toujours, mais c'est vrai que passer 8 heures sur sketch par jour, je pense on est aussi amené à évoluer. Tu vois mmh, moins de personnes qui ont 40, 50 ans qui sont très chevronnées sur sketch. mmh, Quand j'avais 20, 22 ans, je passais ma vie à essayer des choses, à tester tous les logiciels et compagnie. Là, une Vision Studio, je l'ouvre plus parce que ça m'amuse plus. mmh. Enfin, voilà. Donc, je pense que pour moi, c'est une évolution aussi un peu logique du métier de designer. Euh, D'évoluer vers plus de Vers plus de responsabilités. responsabilité, vers plus de vision, parce que comme je te disais en intro, c'est pas parce que tu es designer que tu comprends pas la com, tu comprends pas le marketing, tu comprends pas la finance, et je pense que l'expérience acquise, oui, te permet aussi d'avoir une vision d'un projet. Alors moi, c'est des projets techniques, parce que voilà, je m'engage pas sur des choses où je sais que techniquement ça passera pas, mais il faut quand même être un peu capé, je pense, ouais. Il faut pouvoir avoir cette vision globale. Donc pour moi, ce que je te disais, on peut pas être junior et product designer, mais je trouve que c'est une évolution logique et assez intéressante de nos métiers aujourd'hui. D'accord, D'être OK. un peu moins dans l'exé et un peu plus dans la réflexion. Bah, je pense que la clé du product design, c'est d'être curieux en fait. C'est d'être curieux, c'est d'être vraiment une éponge, c'est-à-dire moi je regarde toujours des sites de UI tous les jours, j'ai un Pinterest qui est plein. Mais c'est aussi beaucoup d'articles sur Medium, beaucoup de culture générale, Il faut vraiment être un peu touche à tout, je pense. D'accord. Il faut être un peu touche à tout parce que déjà, tu vas être amené à à travailler avec des personnes très différentes, euh, des développeurs, des chefs de projet, des Des designers, commerciaux. des commerciaux. Mmh. Chacun pense dans son intérêt. Donc, voilà, c'est vraiment un rôle qui est assez fédérateur. Et moi, je conseille vraiment aux jeunes qui ont envie de prendre cette direction bon, d'être des éponges. Le code t'intéresse pas, mais il faut au moins savoir lire un DOM, enfin une page HTML. Pour moi, c'est la base pour un UI designer, par exemple. D'accord. Il y a, voilà, si tu es produit designer, tu dois t'intéresser un peu tout aux problématiques de chacun et puis forcément, c'est le grand mot, en empathie avec les problématiques de chacun. Pour conclure un petit peu, en tout cas ce premier point, euh, comment on peut construire un petit peu, je sais pas, un product design, ou en tout cas construire une strat ou ce qu'on pourrait appeler peut-être une liste. Est-ce que t'as des secrets, je sais pas, ou est-ce qu'il faut que ça s'adapte à chaque produit? Est-ce que Non, tu as une il y a liste des. secrète? Alors oui, j'ai une liste. Typiquement, j'ai une liste de questions que je pose à mes clients avant de démarrer un projet. C'est-à-dire, si tu D'accord. m'appelles, j'ai vraiment une espèce de grille de questions qui vont du nombre de personnes de l'équipe au budget. Parce que si tu m'appelles, tu me dis j'ai 2 cas pour faire l'appli, je dis bah non. Euh, mais oui, j'ai une petite checklist qui me permet aussi de savoir si ça correspond. Ce que je disais tout à l'heure, mais c'est aussi important quand tu es designer de ne pas dire oui à tout et de te dire parfois bah non, je suis désolé, j'ai pas les compétences. Ah oui, tout à fait, ouais. Ouais, C'est difficile, hein. ouais, ouais. Je pense que c'est difficile quand tu es jeune. Surtout quand tu es jeune freelance et que tu as peur de perdre de l'argent Parce que tu veux tout accepter. parce que voilà, tu veux tout accepter et c'est pas forcément. Ça m'est arrivé et ça m'a desservi, tu vois, quand j'étais Hmm, plus jeune. Donc, d'accord. Non. donc pourquoi construire une strat produit est important? C'est important parce que tu vas garantir à ton client un succès. Et, euh, et donc tu vas appliquer une méthodologie, c'est des frameworks. En fait, c'est comme un développeur. Un développeur, il code sur des frameworks, plus personne commence du code à zéro. D'accord. Toi, c'est pareil, quand tu es designer, tu vas aller utiliser des méthodologies, donc design sprint, design thinking, toutes les méthodes qui sont à notre disposition pour créer ta stratégie produit. Il faut avoir assez de culture générale pour savoir quels outils utiliser à quel moment. C'est très important Hmm, de pas prévoir un atelier qui a rien à voir avec les besoins de ton client, par exemple, ou parfois il faut savoir aussi les modifier, il faut savoir s'adapter. Une stratégie produit, ça s'écrit parce qu'il faut qu'elle soit le socle commun du développement de ton produit entre toutes les équipes. Donc il faut qu'elle soit écrite, il faut que les rôles de chacun soient définis. Il faut que tout le monde avance à la même vitesse, au moins au début. Après, quand tu pars en développement, c'est normal que la UI ait par exemple une semaine, 2 semaines d'avance sur le back ou sur le front pour que tu puisses travailler à flux tendu. Mais voilà, ça c'est la strat produit. C'est combien de temps d'avance je prends sur mes devs, par exemple, pour leur d'accord. envoyer des maquettes, par quoi est-ce que je commence. Ok, d'accord. Et du coup, ben, c'est vraiment un travail de fond, quoi. Oui, c'est un travail de fond. D'accord. C'est un travail de fond, c'est un travail de réflexion qui est intéressant parce que ça t'amène à travailler avec, comme on disait, plein de choses, plein de gens différents. Et puis,
Je trouve que c'est intéressant parce que ça repose aussi sur tes convictions. C'est moi, qu'est-ce que du haut, entre guillemets, de mes 9-10 ans d'expérience, qu'est-ce que je pense qui est la meilleure solution pour arriver à la finalité du produit? Au Mmh. moins une première feature, une première release. Même sur la strat produit, moi, c'est conseillé à un client récemment, non, faites 3 mois de bêta. Mmh. Faites 3 mois de bêta, faites rentrer des users, mais lancez pas votre produit comme ça. Mmh, mmh, mmh. Recrutez 200 users en bêta, pareil, il y a plein de moyens de faire des invitations, des trucs comme ça. Moi, je sais, par exemple, je fais un peu de musique aussi, et YouTube Studio, qui est donc pour les statistiques des YouTubers que tu dois connaître pour ta chaîne. Ouais. YouTube Studio est en bêta, je crois, depuis 1 an et demi. Ouais, ouais, tout à fait, Bon, ouais. après, c'est énorme, hein, c'est des millions de données à Mmh. migrer, mais ça fait 1 an et demi qu'ils sont en bêta. Mmh. Et ils te demandent souvent, ah tiens, est-ce qu'il y a des features de la V1 qui te manquent sur la V2? Non, j'ai pas l'impression, en tout cas, je suis retourné voir la V1 il y a pas Moi, je dirais longtemps. que si, mais bon. Ouais, il faut, ouais, je sais pas, pour ce que j'en fais. Mais moi, après, on y revient, c'est Google. Donc, Google peut se permettre d'être 1 mois et demi en bêta. Mmh. Mais voilà, ça, c'est de la strat produit. C'est qu'est-ce que tu conseilles aussi à une personne qui n'y connaît pas forcément grand-chose, ou alors qui croit s'y connaître, parfois aussi, ça, c'est le plus compliqué à gérer, mais Ouais. non, s'il faut faire 3 mois de bêta parce que tu penses que ça va permettre de tester tes capacités serveurs, en, supposant qu'on ait fait les tests unitaires avant, mais voilà, il y a quand même pas mal de choses à tester sur un produit. Donc, une strat produit, c'est ça. C'est s'il faut décaler 3 mois et faire une bêta parce que le produit sera bien et fini, bah faisons-le. D'accord. C'est difficile, à mon avis, de faire entendre à un client qu'il faut décaler de 3 mois. Bah, J'ai souvent le cas, et souvent les clients ont beaucoup de mal à comprendre que bah, s'ils n'ont pas telle feature dans tel mois ou à telle date, c'est pas possible. voilà, donc d'où l'idée d'une strat produit construite dès le début parce que, bon, comme on disait, c'est normal qu'un projet soit livré en retard. Ouais. Ouais, mais Bon, souvent les clients ont du mal à le comprendre. ouais, mais faire un travail de pédagogie sur ses clients, c'est très compliqué. Alors, c'est plus le cas dans des petites boîtes où c'est des dirigeants qui sont pas forcément proches de leurs sous, mais où 5, 10, 15 000 euros investis, c'est une somme Mm. importante, et c'est normal. Oui, tout à C'est fait. normal. Ouais. Tu vois, je reviens de te dire, bah oui, c'est normal. Toi, tu es designer, le client, tu lui dis, on va décaler 3 mois. C'est normal que ça l'emmerde parce qu'il va Mm. perdre de l'argent, parce qu'il avait promis ses commerciaux, promis je sais pas quoi à ses clients, enfin voilà. Donc, tu vois, on revient vraiment à la problématique business du product designer. Alors après, c'est à toi de serpenter pour aller trouver comment est-ce que tu vas lui dire, oui, il y a 3 mois de retard, mais on peut faire ci, on peut faire ça, bah, une bêta. Mais voilà, si le projet a 3 mois de retard, c'est qu'à la base, il a été pensé trop gros, tu vois. Mm. Euh, Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, mais la stratégie des petits pas, c'est quand même celle qui marche le mieux. D'accord. C'est quand même celle qui marche le Mm. mieux. Si tu commences à vouloir faire un produit trop vite, trop gros, tu n'y arriveras pas. Mm. C'est, je vois pas. Il y a peu de boîtes qui peuvent se permettre d'agir comme ça, où il faut avoir des sous, quoi. Il faut avoir des sous, mais il faut avoir la capacité de se tromper, de revenir en arrière. Mais c'est aussi, je trouve, un peu le travers du design thinking parfois. C'est que le design thinking est soi-disant une méthode itérative. Je vois beaucoup de boîtes au final qui font 8, 10, 12 sprints de design thinking. À la fin, ça sert plus à rien. Mm. Ça sert plus à rien. C'est même plus le développement du dev produit, quoi. Donc ouais, c'est un peu entre les deux. D'accord, ok. Bon, bah, merci. En tout cas, Romain, c'est intéressant même moi, j'avais pas du tout cette vision du product design. Donc j'espère que Après, ça vous aura intéressé. c'est ma vision, mais je vois que de ce que je lis sur les blogs des agences que j'admire, c'est une définition qui est assez commune. D'accord. Après, c'est un travail de pédagogie aussi à faire au travers de tes clients. De leur expliquer que tu es designer, mais que tu peux comprendre leurs autres problématiques. Alors, c'est comme aller évangéliser l'UX en société, ça, j'y crois pas du tout, mais bon, c'est une autre histoire, mais Ouais. c'est pareil, au final, je pense qu'on est au début. On est au début, donc peut-être qu'on manque aussi un peu de figures, de modèles en France, de gens qui sont vraiment des produits designers inspirants. Mm. Mais en tout cas, bah, cette interview sert aussi à ça, à faire connaître un petit peu le product design et un petit peu ce que toi tu vis au quotidien avec tes clients. Et qu'est-ce que tu retires en fait de cette expérience aujourd'hui en product design par rapport à peut-être ta vie entre guillemets de UI, UX designer qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui? Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est que j'ai l'impression de reprogresser à nouveau. C'est-à-dire qu'en UI et choses comme ça, comme je te dis, j'ai commencé ça très jeune, et je sens que je commence pas à m'essouffler, mais que voilà,
j'ai moins envie. Alors j'adore les dernières features de Sketch, de XD, des choses comme ça, mais comme je t'ai dit, InVision Studio, je l'ai essayé et je fais pff, non, je me suis remis l'autre jour, mais je trouve ça bien parce que du coup, ça me permet de progresser, ça me permet de tester des stratégies commerciales. J'ai perdu plein de clients parce que j'étais pas capable d'expliquer clairement ma démarche. Enfin, tu vois, je me rends compte qu'il y a des trucs où en design, tu peux être bon, mais il y a des choses où tu as encore vachement de choses à apprendre. D'accord. Quand j'étais plus petit freelance à la Maison des Artistes, ce qui était le cas jusqu'il y a 2 ans, j'étais pas tellement confronté à ces problématiques-là. Mais là, quand tu te présentes comme product designer, avec le discours que je viens de tenir, forcément, il faut être capable aussi derrière d'assurer et donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris cette année, par exemple. D'accord. Voilà, aller gérer des problématiques clients qui sont intéressantes, le fait que les gens te considèrent, parce que ça fait longtemps que tu fais ça aussi. Donc j'ai quand même bossé chez ABTST, chez Shipeo, chez des assez grosses boîtes, enfin des plutôt grosses boîtes où j'ai vraiment vu, j'ai bossé avec des super devs, des gens inspirants, et ça c'est vraiment des choses chouettes. Et donc qu'est-ce que je retire de cette expérience? Bah, c'est vraiment, voilà, c'est le fait de pouvoir progresser, de pouvoir m'améliorer sur des compétences commerciales, de comprendre combien de prend l'URSSAF par mois. C'est dire merde. Mais voilà, il y a plein de problématiques qui sont hyper intéressantes. C'est une qui me passionne en ce moment, c'est comment est-ce que moi, comme petit design de studio, je vais aller chercher de la clientèle plus grosse, comment est-ce que j'arrive à prendre du boulot à des agences plus grosses, comment est-ce que moi je me positionne. Enfin voilà, ça rejoint quasiment mes études en strat de com au final. D'accord, ok, effectivement, oui. Et donc le pendant de cette question, c'est quelles erreurs as-tu fait par le passé ou même en product design? Alors ma plus grosse erreur, on va dire, c'était suite à mon passage chez Criteo. J'ai démissionné en fait de chez Criteo. Je suis un peu une tête brûlée, donc j'ai pas mal de démissions à mon actif. J'ai démissionné de chez Criteo pour monter une boîte qui s'appelait l'Ashtagrat, qui était de la location d'instruments de musique entre particuliers, parce que je suis moi-même musicien, donc j'ai Ouais, c'est ce que tu disais tout à 6 l'heure, ouais. guitares, une basse, 2 pianos, je sais pas combien de pédales d'effet à la maison. D'accord, Et l'idée c'était un peu de faire un Airbnb de la location d'instruments de musique. d'accord, intéressant. Ouais, tout le monde me dit ça, mais le produit est jamais sorti. D'accord, Le site est jamais sorti. Alors, c'est là où j'ai commencé à faire de la vraie UX, c'est-à-dire que je me mettais sur Balsamiq, le mec reçoit un SMS, il le valide. Qu'est-ce qui se passe s'il le reçoit pas, s'il se trompe de validation, au bout de combien de fois est-ce que je bloque le flow, enfin voilà. d'accord, Donc, toutes ces questions-là de construction d'appli. Par contre, j'ai créé la boîte avant d'avoir le site. J'ai commencé à prendre des projets ailleurs parce que je commençais à manquer de sous. J'ai voulu faire le produit parfait alors que j'aurais dû le sortir en mode très simple, quoi. Aujourd'hui, hmm, je vois Webflow, je pourrais quasiment refaire le site en 3 jours sur Webflow et le lâcher, tu vois. Et on voit ce qui se passe. Mais voilà, j'ai eu le syndrome du produit parfait, ça m'a coûté 1 an et demi de... Alors, ça m'a coûté, non, parce que j'ai tellement appris que voilà, c'était génial. Mais le site est jamais sorti, la boîte est jamais sortie, ça m'a coûté un fric fou pour la fermer, enfin voilà. Donc, d'accord, toutes ces erreurs, je les ferai plus, là, quand j'ai remonté KagaTOS. Le site, je viens de le faire il y a 3 semaines. d'accord, ok. J'avais pas de site, j'avais rien, mais j'en avais pas besoin, tu vois. Donc, je suis bien plus prudent maintenant dans le développement de cette boîte-là, parce que je suis plus capé aussi. Mais voilà, typiquement, une de mes plus grosses erreurs, mais celle aussi qui m'a le plus appris, c'était l'hashtag rat, quoi. D'accord. Donc, ben, c'est bien parce que je vois sur LinkedIn qu'il y a beaucoup de gens qui parlent justement des défaites, entre guillemets, et des erreurs qu'on a Oui, commises c'est dans le. très à la mode, mais Voilà, mais oui, ça reste à la mode. Effectivement, c'est par beaucoup les défaites ou bon, les défaites entre guillemets qu'on apprend aussi. oui, t'as la vidéo du patron d'Alibaba qui tourne partout sur LinkedIn depuis des années où il explique qu'il s'est planté je sais pas combien de fois à Harvard, je sais pas Oui, combien de ouais, fois. ouais. Tout le monde, enfin c'est normal. Ouais, Après, tout à fait. Ouais, ouais. je trouve que moi ça m'est arrivé de parler de cette expérience à des étudiants parce que je trouve que c'est assez formateur pour eux, quoi. Alors ça veut pas dire qu'ils reproduiront pas tes erreurs parce que quand t'es jeune, t'as un peu plus de tête brûlée, mais t'apprends toujours des erreurs des gens, même moi en ce moment, tu vois, sur la gestion rien que financière de la boîte, des choses comme ça, c'est super important. Hum. De... D'accord. Et quelle réussite es-tu fier en fait, Romain? Bah, je suis fier d'avoir réussi à remonter KKTOS Design, enfin avoir monté cette société, de réussir à avoir des assez beaux clients dans des domaines très divers, ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. D'accord. Typiquement, je suis pas un passionné de voitures du tout, mais tu viens me voir pour faire un truc sur les voitures, ça me passionne parce que ce qui m'intéresse, c'est prendre des problématiques, m'intéresser à des secteurs, et, et ça, donc, c'est quelque chose où je suis assez content de ce que j'ai réussi à faire de la boîte, même si là, ce dont on parlait, donc le fait de proposer des méthodologies en sprint et tout, c'est quelque chose d'assez nouveau dans mon business model, mais je vais vraiment m'axer là-dessus maintenant. D'accord. C'est
Parce que je pense que c'est ma grosse plus-value, en fait, faire de la UI super léché. Je peux former des juniors pour ça et Ouais, puis ils le feront très bien. ouais. Euh, donc, je suis content. J'ai mis du temps aussi à, tu vois, un peu le syndrome de l'imposteur, pareil, tout le monde en parle. Ouais. Mais étant autodidacte, je me suis retrouvé à des jurys d'école où les étudiants parlaient de Bastien Escapin et moi, j'en avais jamais entendu parler de ma vie. Donc, Quoi? Comment ça? bah non, tu vois, donc moi je note ça sur un bout de papier, je vais voir le soir, je fais ouais, mais bon, qui va aller citer Bastien Escapin un truc avec un meeting client? Personne, Non, personne, non. personne. Donc voilà. Ou les lois de Fitch, ou les choses Oui, comme ça, voilà, non? oui, les lois de rétention, il y a plein de choses au final où Ouais. tu connais les principes parce que tu es autodidacte, mais tu sais pas forcément poser les termes dessus, donc ça c'est quelque chose aussi que j'apprends toujours, tu vois. Hmm. Je lis pas trop de bouquins, mais ouais, il y a quand même quelques basiques. Et bah, les 40 méthodes UX. Que j'ai parcouru, mais c'est pareil en fait, c'est que des choses où en 10 ans de carrière, toutes ces méthodes, je les ai pratiquement toutes appliquées, Hmm. mais tu sais pas forcément poser des noms dessus, ou peut-être que souvent ça t'ouvre aussi des nouvelles perspectives, un peu plus méthodologiques, c'est important. Hmm. Mais voilà. D'accord. Tu disais que tu es formateur. Tu es formateur dans quelle école? L'école multimédia. D'accord, ok. Et tu continues à enseigner aujourd'hui? Non, ça n'est non. Bah, j'aimerais bien devenir centre de formation, D'accord. parce que j'aimerais beaucoup former les gens qui s'intéressent à la UI, mais à la belle UI, ce dont on vous parlait tout à l'heure, mais c'est-à-dire nommer ses calques, travailler proprement, savoir créer un design system, juste savoir nommer ses fichiers, savoir nommer ses mock-ups, avoir quelques bases de front pour quand tu envoies ton fichier Euh, au front je, dev, il s'arrache pas les cheveux. je pense qu'on pourra refaire une interview là-dessus Ouais, c'est un sacré sujet. sur la belle UI. Et qu'est-ce que c'est qu'une belle Donc voilà, UI? donc là je pars, je suis en train de m'enseigner pour devenir centre de formation et D'accord, effectivement donner des cours de UI. d'accord, ok, très bien. Pour terminer l'interview donc avec Romain, je voudrais te poser trois questions, les questions fil rouge que maintenant vous avez l'habitude d'entendre. La première, c'est dans quelle société ou dans quel type de société aimerais-tu travailler et pourquoi? J'ai pas mal réfléchi à cette question. Bon, comme je t'ai dit, j'ai pas mal démissionné, donc je suis pas forcément un amoureux de la société en tant que telle. C'est pas quelque chose qui me fait vibrer, on va dire, de D'accord, travailler pour une boîte. C'est d'accord, aider un client en tant que freelance et l'aider et partir ensuite très bien, mais travailler pour une société, c'est vraiment pas mon truc. d'accord. La seule pour laquelle je ferai une exception, la seule, c'est AG Smart qui se trouve à Berlin, qui est D'accord. donc une agence de design sprint de Google. Ils font que ça, que de la facilitation. Euh, le fondateur travaille avec Jake Knapp, donc le fondateur du Design Sprint de chez Google Venture. D'accord. Leurs vidéos sur Internet sont passionnantes. Ils sont juste trop bons, en fait. Ils sont juste vraiment bons et c'est motivant parce que j'aurais vraiment envie de travailler pour des gens comme ça. D'accord. Parce que humblement, je sais que j'ai encore énormément de choses à apprendre. D'accord. Ok. Et alors, la deuxième question, donc, c'est qu'est-ce qui te différencie d'un autre designer? Bah, je pense que c'est ce côté autodidacte qui date justement des années 2007-2008. Donc c'est avoir touché un peu au code, un peu. À Hmm. une époque, je faisais beaucoup d'After Effects, par exemple. D'accord. C'est des trucs, quand je joue à After aujourd'hui, je meurs, je sais quasiment plus rien faire. Mais à l'époque, je faisais des trucs avec des expressions enfin, un peu compliquées, du trap code particulier. Enfin, D'accord. j'ai tellement touché à plein de choses que je pense que c'est ça qui m'a nourri en tant que designer, même si j'étais pas forcément le meilleur au début. J'ai vraiment travaillé des heures et des heures pour en arriver là. Et voilà, comme je te dis, j'ai une formation en strat de com, donc très fait à faire des SWOT, des opportunités, les menaces d'un produit, tout ça, ça me sert beaucoup aujourd'hui dans ma formation dans mon métier de product designer. Et, euh, et voilà, je pense que ouais, ce côté autodidacte, on appelait ça couteau suisse à une époque. Ouais. Euh, J'ai déjà entendu, ouais. Aujourd'hui, tu vois, c'est des profils qui font un peu peur. C'est ce qu'on appelle les profils atypiques. Donc, je Hmm. pense que c'est pour ça aussi dans une société, je suis pas forcément très, très à l'aise. Mais oui, je fais partie de ces profils un peu atypiques D'accord, ouais. D'accord. qui sont un peu nés avec le web, quoi. D'accord, Enfin, donc avec le web. tu t'exprimes mieux comme designer indépendant, quoi, en fait. Ouais, Ouais. ouais, ouais. D'accord. Ok. Et donc la troisième question, comment que tu te vois dans ton métier ou peut-être dans un autre métier dans 10 ans? Bah, j'espère que je réussirai à faire grandir le studio. C'est-à-dire, alors j'ai eu des stagiaires, des alternants cette année, mais vraiment j'aimerais vraiment pouvoir embaucher un junior, par exemple, pour le faire grandir, pour le faire évoluer. J'aimerais bien commencer à travailler mon image de marque, un peu comme toi tu fais avec tes podcasts. Donc, alors, moi, ce sera pas du podcast, j'ai d'autres idées, mais brand aussi l'agence, c'est quoi tout le branding qu'il y a derrière. D'accord. Rien que le terme KatoS Design, c'est marrant, ça fait sourire les Ouais. gens.
Voilà, vu que j'ai vécu en Amérique du Sud, ça résonne. Et donc voilà, j'ai vraiment envie de. C'est encore un petit peu flou dans ma tête ce que j'ai vraiment envie que devienne le studio, mais je sais à peu près, enfin je sais où je veux aller. Je sais que j'ai envie de réussir à faire comprendre aux clients que on peut prendre des problématiques UX en interne et les faire avancer plus vite. Typiquement, je vois plein de boîtes qui cherchent des leads UX depuis 6-8 mois. J'ai envie de leur dire, mais prenez un free, faites-le travailler 3 mois. Ça fait 6 mois que vous cherchez quelqu'un, vous ne trouvez pas la perle rare. Alors tout le monde dit que les meilleurs talents sont en freelance, je ne sais pas si c'est forcément vrai. Il y a aussi des très bons gens, des très bonnes personnes en agence ou dans des sociétés, mais j'aimerais réussir, si j'arrive un peu à faire évoluer les mentalités sur cet aspect-là, ça m'intéresserait. D'accord. Vraiment. Tu D'accord. vois, est-ce qu'une société peut accepter maintenant d'externaliser son UX, sa UI, son application pour peut-être se concentrer sur son cœur de métier, tu vois? Je sais pas, il y a tellement de gens La qui... tendance est un peu plus à l'inverse, Ouais, la tendance, c'est depuis 2 ans, je mais je crois, quand pense que même, c'est hein. très corrélé au fait que le marché est en train d'être inondé. Donc je suis pas sûr que la tendance durera tant de temps, tu vois. Je sais pas, moi je la vois depuis 2 ans. 2015, je trouve, Ouais. depuis 2015. Et c'est assez particulier. Je comprends pas très bien cette tendance, mais Combien de gens sont passés de graphiste à UI, UX sur leur LinkedIn, alors qu'en ouais. fait, enfin, tu vois, la UI, c'est complexe au final. Même un UI designer, il doit être capable de décomposer, je sais pas, un input texte, mais jusqu'à l'os, quoi. C'est-à-dire un input texte, c'est ce qu'il y a dedans, une border, un background, un tilt, la typographie, avant, après, enfin. Donc, tu vois, le passage de graphiste à UI, c'est pour ça que j'aimerais bien faire des formations là-dessus. Je trouve qu'il est pas évident à faire. Il est pas évident à faire. Donc, on a un marché qui est en train d'être inondé, avec sûrement plein de gens très bien, mais je sais pas combien de temps ça va durer, cette internalisation des problématiques UX. D'accord. Donc ce serait plus, si je te suis, ce serait plus de faire de développer la partie conseil et formation de KakaoTOS. C'est ça, et puis la partie vraiment design sprint, c'est-à-dire si vous êtes bloqué, venez nous voir et nous on vous aide à y voir plus clair parce qu'il n'y a rien de mieux que de faire venir du frais sur un projet. D'accord, c'est un peu de la pub ça, mais c'est pas grave. Il a essayé de placer son produit. Voilà, bon, c'est pas très grave. Pour conclure cette interview, Romain, est-ce que tu aurais un seul conseil à donner à nos auditeurs voilà, sur le product design tu en as déjà parlé, tu as déjà un peu conclu tout à l'heure, mais un seul conseil sur... Soyez curieux. Soyez curieux, soyez ouverts, allez voir des expos, allez voir des pièces de théâtre, allez voir UI Movement, Collect UI, Awards, enfin, nourrissez-vous de tout ce qui peut vous nourrir parce que, je sais pas, moi tout me sert en fait, tu peux aller au théâtre, voir un élément de décor, voir une pattern, je sais que j'étais parti au Portugal, j'avais pris des photos de toutes les petites mosaïques, je trouvais ça magnifique, je m'en suis servi comme pattern, enfin, Ah oui, d'accord. nourrissez-vous de tout ce qui peut vous servir en tant que designer et puis c'est pas que sur votre écran. D'accord, ok. Ben, merci beaucoup en tout cas Merci à toi. pour cette interview. Donc c'était le product design avec Romain Dao et je vous dis encore merci de nous avoir écoutés et je vous dis donc à très bientôt. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté Design Plus, le podcast français sur le design UX et UI. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur la chaîne LG Design UX UI, également sur LinkedIn où je suis très actif, et enfin sur mon site web www.laurentgalen.com. À très bientôt!